La pellite. Les argilites et les pellites sont des roches qui sont difficiles à distinguer macroscopiquement. Les paysages où vont s'exprimer ces roches argileuses peuvent être très différentes. On peut avoir des plateaux avec des reliefs assez émoussés, mous. Donc, je vous rappelle, ça veut dire qu'ils ne sont pas très acérés, pas pointus. On va observer des talus aux pentes douces. Donc, sur la photo qui est en bas à droite, par exemple, vous voyez que la pente n'est pas très élevée, c'est pas une falaise. Et en plus, il y a du ravinement. L'eau qui ruisselle emporte assez facilement les particules argileuses. Et donc, ça fait souvent des, des parties des talus qui sont très érodées assez profondément au niveau des bancs argileux. Et quand il y a une alternance avec des bancs calcaires, eh bien, on se rend compte que les bancs calcaires, eux, résistent beaucoup mieux à l'érosion et les parties faites de pellite vont être beaucoup plus altérées. Vous avez à gauche une photo au Mont Saint-Michel, donc que vous reconnaissez dans le fond, qui vous donne un petit peu l'échelle. Et là, on est au bord de la plage et vous avez ces dépôts. On voit clairement qu'il y a une stratification, un litage, donc des couches déposées les unes au-dessus des autres. Donc ça, c'est lié évidemment au fonctionnement des marées. Et on peut observer des litages dans les pellites. Ça fait des litages très très fins, donc des couches très fines. Sur cette photo qui est prise près de l'Odève, donc dans l'Hérault, dans le sud de la France, c'est un endroit absolument merveilleux que je vous conseille en vacances, eh bien vous avez un paysage presque martien avec des couleurs rouges et quelquefois un petit peu de vert, et vous aurez des roches volcaniques et vous aurez aussi de la pellite. Et donc c'est elle que l'on voit ici. Donc vous distinguez des niveaux qui ont des couleurs différentes. Donc vous avez des parties donc ici qui sont plus claires avec du fer qui est sous la forme Fe2+, donc une argilite qui est avec du fer réduit, et puis ces niveaux très rouges où le fer Fe3+ est donc sous l'état oxydé. Ces pellites peuvent, y compris à l'état fossile, et là on dirait une photo actuelle, mais en fait c'est une fossilisation de pellites qui sont desséchées. Et on reconnaît très bien donc les fentes ici qui sont des fentes de dessiccation, souvent de forme polygonale, assez typiques, donc des sols argileux. Et donc la pellite peut fossiliser ces formes de dessiccation. C'est une roche qui change de volume de façon très importante selon s'il y a de l'eau, où là elle va gonfler, ou en absence d'eau, où elle va se rétracter, ce qui explique l'apparition des fentes. Donc ce sont des roches qui vont constituer des niveaux qui vont être imperméables, ce qui fait qu'elles vont permettre par exemple à des fluides, de l'eau ou même du pétrole, d'être piégés en profondeur. C'est-à-dire que si les fluides sont entre deux couches de pellite, ils ont en fait une roche qui va les empêcher de remonter à la surface ou d'aller plus en profondeur. Donc les pellites, on les classe, en fait c'est un synonyme en quelque sorte de lutite, alors ça c'est de façon un petit peu simplifiée. Donc vous voyez qu'en termes de granulométrie, ça va correspondre à des diamètres très fins puisqu'on est en dessous de 63 micromètres de diamètre et c'est pour ça qu'à l'œil nu on ne peut pas distinguer grand chose. Et donc ça va comprendre des roches qu'on appelle des argilites ou des siltites. Nous on restera avec pellites ou éventuellement argilites. Donc à l'œil nu, qu'est-ce qu'on peut observer de plus près? Eh bien, on peut observer un très fin litage, donc une succession de couches très fines. On parle aussi de lamines que l'on voit ici sur cet échantillon. Ce sont des roches qui ont des couleurs très variables. D'accord? On a vu que ça pouvait être gris, rouge, blanc. Donc, il ne faut pas se fier à la couleur pour pouvoir les identifier. Donc c'est une roche aussi qui peut paraître homogène dans certains cas. Et vous voyez que là, en absence d'eau, elle s'est rétractée sur elle-même et on a ces fentes qui sont nettement visibles, donc des fentes de dessiccation qui cassent l'échantillon. Et dans ce cas-là, l'échantillon devient très friable. Si on le prend dans la main, il va partir en miettes, d'accord, hein, il a une cohésion assez faible. On peut aussi rayer cet échantillon avec son ongle. Donc ça veut dire que c'est une roche qui a une dureté très faible. Alors rappelez-vous, pour les roches magmatiques, on avait dit que pour la dureté, il fallait tester chaque cristal. Ici, on ne peut pas, ils sont beaucoup trop fins. Et donc là, on teste la dureté de la roche entière. Et donc avec son ongle, on peut rayer. Donc c'est une dureté inférieure à 2, 3 éventuellement sur l'échelle de Mohs. Donc ici, c'est un échantillon de roche argileuse qu'on peut classer dans les pellites. Vous devez voir qu'elle est sèche et qu'elle présente donc
des fentes de dessiccation, c'est-à-dire que c'est une roche qui peut s'imbiber d'eau lorsqu'elle est en présence d'eau, et dans ce cas-là, elle occupe un plus grand volume. Et là, comme je l'ai laissée sécher, elle s'est rétractée sur elle-même, et donc il y a des fentes de dessiccation qui montrent qu'elle occupe un volume moindre. Donc, je peux faire un test pour sa dureté. Donc, j'appuie sur la lame de verre, on enlève la poussière, et en fait, il n'y a aucune rayure, je n'ai pas rayé le verre, donc c'est moins dur que le verre. Donc le test que vous attendez tous, c'est le test pour savoir si une roche happe la langue. Donc la façon dont on le fait, c'est qu'on le pose sur la langue et on retire l'échantillon pour savoir si ça fait une sorte d'effet ventouse. Donc j'ai mon caméraman qui est mort de rire, on y va. Et effectivement, ça colle bien la langue. Donc ça signifie qu'en fait, ce sont des grains très fins qui constituent cet échantillon. Et donc après, on ne peut pas le classer plus précisément. À partir du moment où c'est des grains fins, on n'en sait pas plus, mais ça peut être un indice pour une roche argileuse. Donc on peut faire le test de la pâte à l'eau. Donc là, j'ai un verre avec de l'eau. Je mets de l'eau sur l'échantillon. Et je tourne comme ça. Et en fait, je sens au bout de mon doigt que ça devient plus lisse, que je suis en train de faire une espèce de pâte. Ça me laisse, je ne sais pas si vous voyez, des traces sur le doigt. Donc, je vais recommencer. Et la roche va perdre un peu sa forme parce que j'appuie dessus. Vous voyez, hop. Vous devez voir l'espèce de liquide coloré. J'ai une boue, en fait, qui se décolle, qui se pose sur mon doigt. Donc, on appelle ça faire pâte avec l'eau. Donc, petit à petit, je récupère de plus en plus de petits grains d'argile dans l'eau. Et c'est comme ça qu'on va faire de la poterie, finalement. Donc, c'est typique des roches argileuses. Sur cet échantillon, vous pouvez voir des lamines vraiment très 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 fines. Donc, évidemment, ça va créer un litage si on regarde de très près. Mais donc, il y a une alternance de couleurs claires et de couleurs foncées. Donc, c'est dû à la matière organique qui est plus ou moins présente. Donc, quand il y a beaucoup de matière organique, ça apparaît plus foncé. Les pellites sont susceptibles d'avoir des couleurs très variées, on a dit. Donc ici en bas, vous voyez qu'on a des teintes plutôt dans les rouges ou les verdâtres, donc dû à la présence de fer à l'état oxydé ou à l'état réduit. Leur grain extrêmement fin va être propice à l'enregistrement de fossiles, et donc on va souvent avoir des empreintes, donc des traces de présence de vie. Donc ici vous avez une fronde de fougère qui est visible par exemple. Donc, elles peuvent enregistrer des fossiles un petit peu particuliers, par exemple les gouttes de pluie aussi, ou les empreintes de pattes dinosaures. Alors, quand on regarde en microscopie électronique à balayage, comme ici, on reconnaît une structure en feuillet, ils sont empilés les uns par-dessus les autres, donc qui est absolument typique des phyllosilicates auxquels elles appartiennent. Alors, l'origine et le devenir de la pellite. Donc, la nature de la roche-mère est en général difficile à déterminer parce que les argiles peuvent se former par altération chimique de nombreux minéraux. Donc, le type d'argile va renseigner sur l'intensité de l'altération. Est-ce que c'est une bisialitisation, une monosialitisation qu'il faut mettre en relation avec le climat? Elles ne peuvent se déposer que dans des milieux dont l'hydrodynamisme est faible, voire nul. Rappelez-vous l'utilisation du diagramme de Hultström, ou un milieu avec une très faible agitation. Leur dépôt est favorisé à l'embouchure des fleuves par la présence de l'eau salée. Donc c'est ce qu'on a ici. Vous vous rappelez qu'avec la présence de l'eau salée, les argiles vont floculer. Les pellites peuvent se mettre en place, donc bien sûr au niveau d'un environnement marin, mais aussi au niveau de lacs, au niveau de rivières, dans des lagunes éventuellement. Après leur dépôt, elles peuvent être remobilisées et former un nouveau dépôt. Donc c'est le cas des argiles des grands fonds. Donc elles ont été déposées, puis elles sont remobilisées par de nouveaux courants. Donc ce sont des roches-mères qui peuvent être riches en matière organique et elles constituent à ce moment-là des roches-mères potentielles pour le pétrole. Lorsqu'elles sont métamorphisées, elles seront à l'origine de schistes, de micaschistes ou de paragnèses. Donc, une grande diversité de roches obtenues s'il y a du métamorphisme. Vous verrez cela en spé.